Voilà, bienvenue fidèles téléspectateurs à notre programme Vespéral de Kinshasa Direct, au cours duquel nous allons parler sur les accords de Washington, ou l'accord de Washington, les non-dits. Ça sera avec le pasteur, professeur Godin Paul, mais aussi député national. Avec lui, on verra tous les contours de cet accord. Mais bien avant cela, de l'autre côté, nous avons Christopher Ochokomo. Bienvenue à vous, Christopher. Merci de me recevoir, Jean-David Kilolo. Tout de suite, les grandes lignes de l'actualité de la grande édition de 19h. Tout d'abord, l'ancien ministre de la Justice a comparu ce mercredi devant la Cour de cassation. Un bref échange, bien qu'il ait débuté en retard, qui a permis de décliner l'identité et rappeler les faits qui ont conduit à cette situation. Constant Mutamba est poursuivi pour un présumé détournement des fonds publics déguisé en construction d'une prison à Kisangani, cagnotte 19 millions de dollars américains. Le chef de l'État a promulgué la loi de programmation pour la réforme de la police nationale congolaise. 2,3 milliards de dollars américains sont prévus pour financer les forces de l'ordre afin d'acquérir des équipements, recruter et former au moins 90 000 policiers et envoyer à la retraite au moins 10 000 autres. Donald Trump reçoit à Washington du 9 au 11 juillet 5 chefs d'État africains, notamment ceux du Libéria, Sénégal, Mauritanie, Gabon, Guinée-Bissau, pour un sommet axé sur le développement d'un nouveau partenariat économique et sécuritaire. Cette initiative marque la fin de l'aide traditionnelle remplacée par une approche centrée sur le commerce, les ressources stratégiques et la lutte contre les menaces régionales. Tous ces titres seront développés dans moins d'une heure. Il sera 19h à Kinshasa. Entre-temps, je vous laisse retrouver Jean-David Kilolo de l'autre côté pour le magazine Kinshasa Direct. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, merci à toi Christopher Ochokoum. Tout de suite, le pasteur Godin Paul, pour parler des non-dits, de l'accord de Washington. Nous sommes une promesse et un défi. Nous sommes une perspective congolaise sur l'Afrique et le monde. Nous sommes une vision moderne et modèle de l'information. Nous sommes un média indépendant et une rédaction professionnelle totalement vouée à l'essor de la RDC. Notre objectif ultime reste le même, celui de vous rendre un meilleur service de l'info. Nous sommes Télé 50. L'accord qui a été signé le 27 juin dernier continue beaucoup plus à susciter, continue à créer des réactions dans la classe politique congolaise. Et nous avions eu l'occasion de recevoir pour vous
un des professeurs de la République démocratique du Congo. Lui, il est économique, il est politique, il est aussi juriste et aussi, il verra cet accord sur tous ses aspects. C'est le pasteur Godin Paul. Bienvenue, pasteur. Merci, Jean-David Kilolo, voilà. Mon collègue. Effectivement. Alors, soyez les bienvenus. Vous êtes là, pasteur. L'accord a été signé, mais jusque-là, beaucoup de réactions continuent beaucoup plus à piluler dans l'espace médiatique congolais. Et vous aussi, vous avez dit, dans un de vos tweets, d'éviter toutes les réactions grises par rapport à cet accord. Pasteur. Merci beaucoup. Moi, je ne m'invite pas au débat. Vous êtes témoin. Je parle de ça depuis M. Laurent Désiré Kabila. Donc, c'est-à-dire que, très modestement, sans avoir la prétention d'être plus intelligent que les autres compatriotes, vous êtes témoin, vous savez que je parle de cette affaire depuis M. Laurent Désiré Kabila. Donc, j'expliquais à tous les régimes que la solution à la guerre dans l'est du pays était économique. Donc, c'est-à-dire que lorsque moi je viens dans les débats, je ne les commence pas maintenant. Et non seulement que je parlais dans les médias, j'ai été invité plusieurs fois à animer des conférences à l'université de Kinshasa, au Tchest, presque partout. Donc j'en parle depuis des décennies, tout simplement parce que ça rentre dans mon domaine de recherche. À l'université de Kinshasa, j'enseigne notamment l'économie politique internationale. Donc, à ne pas confondre avec l'économie politique tout court. Donc, à la fac de droit, j'enseigne l'économie politique. En économie, j'enseigne les finances publiques et consorts, mais en relations internationales, j'enseigne l'économie politique internationale. Et contrairement, malheureusement, dans nos universités, là où il faut enseigner l'économie politique internationale, ils enseignent l'économie politique. Et c'est pour dire que cet accord fait partie de l'économie politique internationale. Et la façon dont les gens en parlent, ça nous fait un peu suffoquer scientifiquement, parce que par moments, vous voyez des gens qui expliquent des concepts qui ne maîtrisent pas. Donc, je ne dis pas que je suis plus intelligent qu'eux, mais du moins en cette matière-là, lorsque quelqu'un vous dit par exemple que la chaîne de valeur, c'est le partage des richesses avec le Rwanda, c'est indigeste. Et nous avons cette responsabilité-là de vous amener d'abord les fondements théoriques de cet accord, parce que nous n'en parlons pas maintenant. Nous devons vous faire un balisage historique de cet accord et nous allons également faire une analyse empirique. Pourquoi nous parlons des analyses grises? La différence entre la science et l'art, c'est que la science a des concepts, un objet et une méthode. Donc, les scientifiques ne réfléchissent pas comme des mamans maraîchères. Donc, c'est-à-dire, on avance une théorie, on essaye de voir si elle a été respectée par rapport à la question sous examen et on tire des conclusions. Donc, sur les plans théoriques, cet accord trouve son fondement dans la théorie de l'agence. Théorie de la? De l'agence. De l'agence. De l'agence. Okay. Donc, l'agencification veut dire la contractualisation. Lorsque je ne sais pas faire quelque chose seul, je dois trouver des partenaires avec qui je dois être en contrat pour atteindre les objectifs. C'est ainsi que les principes, on dit que c'est le principe principal agence. Donc, la théorie de l'agence s'applique aussi bien en économie qu'en sciences politiques et même en relations internationales. C'est un peu comme les gens disent vulgairement, l'union fait la force. Et comment les gens ont mis en œuvre cette stratégie qui nous amène aujourd'hui à l'accord avec les Rwandais, mais qui est en fait, il nous pose vers les deals américano-congolais. Nous sommes en 1944, Jean-David. Il y a un roi qu'on appelle
Abdelaziz Ibn Saoud. Donc c'est lui qui a unifié l'actuelle Arabie Saoudite. Et nous sommes vers la fin 1944, début 1955. À ce moment-là, le monde est en train de chercher comment mettre fin à la guerre du monde. C'est ainsi que les grands de l'époque, notamment le président américain Roosevelt, ils vont se retrouver en Crimée dans ce qu'on a appelé la conférence de Yalta. C'est en fait cette conférence qui a mis en place le nouvel ordre politique mondial qui est en voie de disparition. Sur son chemin de retour, qu'est-ce que le président Roosevelt va faire? Il va fixer rendez-vous au président de l'Arabie Saoudite, à l'empereur éthiopien et au président égyptien. Il voulait discuter avec eux des questions qui étaient liées à l'indépendance de la Syrie, du Liban, ainsi qu'au redéploiement de l'Israël en Palestine comme État. Ils arrivent là-bas, le roi Abdelaziz lui fait voir que le retour d'Israël pouvait poser problème, mais moi, j'ai des choses à faire avec vous. Et j'ai du pétrole, vous avez et l'argent et la force militaire, mais je suis menacé. Parce que lorsque vous regardez bien le Moyen-Orient, c'est pratiquement l'Empire ottoman. Donc lorsque l'Empire ottoman se désintègre, il est contrôlé par la Grande-Bretagne et la France. Et les Britanniques et les Français doivent quitter le Moyen-Orient. Ce sont des conflits. Et le roi Abdelaziz Ibn Saoud, il va dire aux Américains que moi, je vous donne du pétrole et vous me sécurisez parce que je vois que l'environnement n'est plus pacifique. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, lorsque vous arrivez à Riyad, mais vous avez l'impression que le paradis n'est pas très loin de là. Et l'Arabie Saoudite fait partie des pays les plus prospères et les plus sécurisés des planètes grâce à ce genre de deals. Mais Abdelaziz étant très intelligent, il va créer une société nationale, c'est ce qu'ils appellent Aramco. Donc tous ceux qui sont passés par Riyad, ils savent que toutes les stations d'essence appartiennent à leur compagnie nationale qu'on appelle Aramco. Et c'est ça qui a garanti à l'Arabie Saoudite cette prospérité. Et c'est plus facile de trouver des milliardaires en dollars lorsque vous êtes à Riyad. Mais vous allez voir qu'au même moment, nous sommes en février, lorsque Abdelaziz va échanger avec le président américain Roosevelt. Au même moment, on tendait vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et personne ne savait comment y mettre fin. C'est à ce moment-là que les Belges, qui faisaient les commissionnaires des Américains, vont leur dire que maintenant, nous connaissons un pays en Afrique. C'est là où nous pouvons trouver de l'uranium. Et quand on vient prendre l'uranium et qu'on fabrique la bombe atomique, c'était la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et du coup, depuis ces temps-là, les Américains s'étaient dit, nous n'allons pas laisser ces pays s'émanciper du catalogue. La RDC. C'est depuis ces jours-là, tout ce que nous voyons. Le problème, c'est que chez nous, nous abordons des affaires profondes de manière artificielle. Donc tout ce que vous voyez là, ce sont des choses qui ont été planifiées depuis 1945. Malheureusement, nous sommes dans un pays où les gens posent des actes sans réfléchir. C'est ainsi que vous avez vu que depuis Musée jusqu'à ce jour, j'expliquais que la solution, c'était de négocier avec les Américains. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous avançons vers 1979. Ayatollah prend le pouvoir en Iran. Et du coup, lorsque les Britanniques et les Français quittent le Moyen-Orient, ils ont laissé des conflits fonciers. Ainsi que les problèmes de leadership. L'Iran et l'Irak se disputaient le leadership du Moyen-Orient. C'est ce qui a en fait enclenché ce qu'on appelait la guerre Iran-Irak.
Cette guerre qui a commencé en 1980 pour se terminer en 1988. Et pour faire face à l'attaque iranienne, l'Irak s'était endetté à la hauteur de 30 milliards de dollars, donc soit 15 milliards de dollars pour l'Arabie Saoudite et 15 milliards de dollars pour le Koweït. Maintenant, quand il fallait rembourser, l'Irak ne voulait pas rembourser l'argent. L'Arabie Saoudite avait accepté un paiement échelonné, mais non, le Koweït exigeait son dit tout de suite. Et du coup, l'Irak va chercher à annexer le Koweït. C'est ainsi que le Koweït va recourir aux États-Unis et refaire la même chose, un peu comme le roi Abdelaziz l'avait fait. Et du coup, cela nous a amené jusqu'au niveau de la guerre du Golfe et aujourd'hui, le Koweït est stable. Comme vous le savez, le Koweït est devenu indépendant en 1961, mais le Qatar l'est devenu en 1971. Et le Qatar, ayant vécu toutes ces péripéties, va également s'organiser pour avoir les mêmes types de deals avec les États-Unis d'Amérique. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes au Moyen-Orient, la plus grande base militaire américaine dans le Moyen-Orient se trouve au Qatar. Je suis arrivé au Qatar pour la première fois en 2014. C'était un paradis sur... Et c'est là où même les Iraniens, ils ont bombardé une des bases. Oui, mais ils avaient eu les kittis des Américains. En fait, les Américains voulaient leur faire voir que les patriotes sont là. Et il n'y a pas eu de dégâts. Donc, je suis en train d'expliquer ici pour que les gens comprennent comment cette théorie que j'ai développée du remplacement de la bombe atomique par la bombe économique, où est-ce que j'ai puisé cela? Donc, lorsque j'en parlais au départ, les gens pensaient que j'ai délinqué scientifiquement. Et non seulement que ce sont les pays arabes qui ont pratiqué ce genre de deal. Regardez l'Europe. L'Europe s'est fait assister sur le plan sécuritaire par les États-Unis d'Amérique depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. D'abord, il y a eu le plan Marshall qui a permis la reconstruction rapide de l'Europe. Et si la Banque mondiale a été créée, j'ouvre une parenthèse, que je vais refermer tout de suite, c'était notamment pour reconstruire l'Europe. C'était un deal qui ne disait pas son nom. Mais vous allez voir que l'Europe s'est fait prendre en charge militairement par l'OTAN pendant environ 80 ans. Donc, lorsque vous faites des 85 à ce jour, parce que c'est seulement il y a un mois, qu'ils viennent maintenant d'accepter d'augmenter leurs dépenses de défense. Mais les dépenses de défense au niveau de l'espace européen étaient trop faibles, tout simplement parce qu'ils étaient pris en charge militairement par les États-Unis. Mais si l'Arabie Saoudite l'a fait, si le Koweït l'a fait, si le Qatar l'a fait, si l'Europe l'a fait, pourquoi on va nous l'interdire? Rentrons au pays. Nous allons Laurent Désiré Kabila, ce grand patriote d'heureuse mémoire. Vous pouvez parcourir le Congo, vous ne verrez pas des immeubles appartenant à musée, comme c'est le cas avec ces enfants de voleurs. Qu'est-ce qu'il a fait? Si aujourd'hui le Congo est resté dans ses frontières d'antan, c'est tout simplement parce que Mzee Laurent Désiré Kabila avait gagé toutes les réserves diamantifères du Kasaï. De la même manière que le Congo central fait tourner l'économie congolaise grâce à son courant, de la même manière que le caoutchouc de l'Équateur a contribué à notre bonheur, nous devons reconnaître que c'est grâce au diamant du Kasaï que le Congo est aujourd'hui dans les limites que nos ancêtres avaient laissées. De ses frontières. Vous comprenez? Donc, ce sont des choses qui ont été déjà essayées chez nous. Je ne vois pas pourquoi les gens devraient s'agiter. Ce que je voulais dire, très modestement, je ne suis pas seul à avoir fait des petites études aux États-Unis. Je ne suis pas le seul. Mais aux États-Unis, lorsque les Américains parrainent ce genre d'accord, c'est
c'est préparé par des archi-intellectuels américains. Donc ce n'est pas par les produits de la faveur, les produits de la tricherie, les produits de la corruption comme en Afrique. Chaque mot a sa signification. C'est quand même écœurant qu'on puisse voir que maintenant c'est l'affaire de tout le monde. Mais non. Cet accord, lorsque vous êtes par exemple à l'université d'Harvard, il y a tout un centre qu'on appelle Center of the African Students. C'est-à-dire of the African Studies. Donc un centre des études africaines. Je suis passé par là. Et quand vous arrivez à ce centre-là, vous trouvez les scientifiques les plus capés. Américains, africains, et pratiquement chaque État est représenté dans ces centres-là. Ces gens-là passent toute leur vie à étudier le fonctionnement des États africains et voir comment faire tirer des dividendes aux États-Unis par rapport au fonctionnement de ces États-là. Donc c'est pour dire que si quelqu'un veut bien comprendre cet accord, nous lui recommandons de lire les médias américains, nous lui recommandons d'être en contact avec les scientifiques américains, et vous allez comprendre que très modestement, les explications qui ont été données par notre ministre des Affaires étrangères, c'est cela la compréhension de l'accord qui nous lie au Rwanda. Oui, est-ce que maintenant tous les accords parrainés par les États-Unis d'Amérique ont toujours porté des fruits, et surtout, par exemple ici en Afrique? Il y a de ceux qui disent qu'il y a certains accords, comme les accords d'Oslo, qui sont restés lettres mortes. Bon, moi je vous ai cité ici, je vous parle des États, et pratiquement tous ces États-là, moi je les ai visités. Je vous ai parlé de l'Arabie Saoudite, j'y étais. Je vous parlais du Qatar. Je suis arrivé là-bas pour la toute première fois avant d'y retourner après. C'était en 2014. Je vous parle de l'Europe. Tous ces États-là, donc, se sont développés grâce à ce genre de deal. Malheureusement, il n'y a qu'ici. Donc, vous savez, le problème chez nous, c'est l'environnement du faux. Vous savez, dans un pays où les études ont été détruites, parce qu'en fait, les ambitions des hommes sur la Terre doivent être rabotées par l'unité des mesures. Et l'unité des mesures reste la bonne école. Mais nous sommes dans une école où aujourd'hui, tous les danseurs de Kibindankoy, ça devient des profs. Et on assiste à ces genres de débats. Moi, je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres, mais ça nous fait suffoquer, parce que lorsque nous en parlons, vous êtes témoins. Ces gens ne savaient pas qu'on pouvait mettre fin à cette guerre grâce à ce que j'appelais la bombe économique. De grâce, très modestement, interroger d'abord ceux qui ont travaillé là-dessus, parce qu'ils ont eu quand même suffisamment d'informations par rapport à cela. Et, oui, et donc, lorsque vous lisez l'accord qui nous lie au Rwanda, c'est nous qui sommes les plus gagnants. En fait, un accord de paix, ça je dois le confirmer, ce n'est pas un accord de capitulation. Il y a toujours ce qu'on perd et ce qu'on gagne. Mais lorsque vous mettez cet accord dans la balance, c'est nous qui sommes plus que gagnants. Je vous donne seulement un seul exemple. Nous avons perdu au moins 10 millions de nos frères et sœurs dans les Grands Kivu. Depuis qu'on a commencé ces deals, il y a quand même une certaine accalmie. Mais ce sont des grands gains pour ces familles-là, pour nous-mêmes en tant que patriotes. D'aider. Vous avez un accord qui vous dit que maintenant, plus personne ne va toucher à vos frontières. Vous avez suivi les discours qui ont été développés à un certain moment. Les gens ont même imaginé une sorte de Berlin bis. Mais quand vous avez un accord qui vient mettre fin à tout ça et que vous dites que ce n'est rien, je pense que le problème, c'est nous-mêmes. Alors, parce que vous avez beaucoup plus parlé que c'est la solution, c'est une solution économique. Il y a beaucoup d'approches aussi humanitaires et politiques. Est-ce que seulement l'approche économique pourra-t-elle suffire pour mettre fin à la guerre? Mais non. Lorsque vous lisez, d'abord, quel est le problème? Au stade actuel, on ne parle même pas encore du volet économique.
Mais vous allez voir des gens qui vous disent qu'on a vendu, on a bradé les miniers. Est-ce que dans cet accord-là, vous avez vu quelqu'un qui vous parle des questions minières? C'est-à-dire que nous, Congolais, nous avons un problème sérieux. Je vous l'ai toujours dit, je voulais vous le répéter encore. Il y a un Camerounais qui a été envoyé dans ce pays par la Banque mondiale pour faire un travail. On lui avait dit que s'il me rencontrait, je pouvais lui faciliter la collecte des données. Et comme je n'avais pas son numéro dans mon répertoire, il a appelé pendant des jours, il ne parvenait pas à me joindre. Il a passé tout ce temps à suivre nos médias. Quand je l'ai rencontré avant de rentrer, je crois qu'il venait de Washington, il m'a dit que Godé, votre pays n'a pas d'avenir. La qualité des débats dans vos médias est trop faible. Donc c'est de ce côté-là, je pense que les gouvernements ont l'obligation de financer les médias qui ont pignon sur rue, comme Télé 50. Ça va vous permettre d'avoir des invités de qualité qui peuvent quand même apporter suffisamment d'éclairage. Vous savez, lorsqu'on suit, ici, il y a des... Et comme, vous voyez même la pauvreté scientifique que nous avons. Cette pauvreté scientifique fait que nous sommes même pauvres en vocabulaire. Ils ont inventé un mot qui n'existe pas en français, les gnosologues. Non. Celui qui connaît beaucoup de choses, on l'appelle encyclopédiste. Et cet encyclopédiste-là, il sait justifier pourquoi il l'a fait. Parce qu'il a fait plusieurs fois les tours des universités. Mais ici, vous allez voir quelqu'un qui est en train encore d'étudier dans des instituts pirates qui pilulent sur cette ville. Il analyse la Constitution, il parle de l'inflation, il parle de l'accord, donc il parle de tout. C'est un grand danger et vous, des médias, vous devez nous aider parce que les médias ailleurs, c'est les 6 années de l'école. Et tel que ça fonctionne, là, je pense que... Alors, il y a aussi ceux qui voient que cet accord, on aurait dû citer nommément le groupe rebelle M23. C'est là qui cite que la RDC serait beaucoup plus perdante. Et en plus de cela, la résolution 2773, qui était déjà un acquis pour la RDC, c'est que c'était une victoire diplomatique. Là, on a parlé du retrait immédiat du M23 ainsi que des Rwandais du sol congolais. Mais au niveau de l'accord, nulle part où on a parlé explicitement de ce retrait-là du M23. Et il faut dire à ces gens-là, si vous mettez les noms du M23 dans l'accord et que 2 jours après ça devient M25, en quoi est-ce que le M25 se sentira lié par rapport au M23? Vous voyez qu'il y a un problème. Mais ils veulent, comme on a cité l'FDLR, qu'on cite aussi l'M23. S'il vous plaît. Le FDLR, c'est connu, c'est déjà cristallisé. Le FDLR n'est pas une partie à la belligérance. C'est les autres qui disent que l'FDLR existe. Mais quand nous sommes avec vous ici, Kinshasa ne contrôle pas Goma. Kinshasa ne contrôle pas Bukavu. Mais si nos frères estiment qu'il y avait l'FDLR, donc c'est-à-dire que maintenant, là, ils peuvent nous indiquer là où ils se trouvent. Donc, on ne peut pas mettre nommément les noms du mouvement dit M23, tout simplement parce qu'aujourd'hui, ils peuvent changer de nom. Vous allez encore retourner aux États-Unis. Le M23, ce n'est pas le seul mouvement qui a pris les armes. Il y a plusieurs factions. Donc, la question doit être résolue de manière globale et de manière totale. Et ce qui est clair, c'est que la plupart des gens qui tiennent ces discours, ils n'ont jamais rédigé un accord dans leur vie. Ils n'ont jamais pris part aux forats internationaux. Mais chacun, c'est comme si on était dans une forêt. Donc chacun raconte ce qui lui passe par la tête. C'est comme j'ai appris même quelqu'un qui disait, si on veut la cogestion entre nous, à ce qui concerne nos parcs, c'est parce qu'on veut que le Rwanda prenne notre pétrole. Donc vous voyez que ces messieurs ne connaissent même pas l'économie pétrolière. Aujourd'hui, en économie, il y a ce qu'on appelle le forage oblique, en économie pétrolière. C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'UNESCO a interdit qu'on puisse exploiter du pétrole dans des parcs.
Comme par exemple au niveau des parcs Virunga. Oui. Là où il y a des pétroles. Donc ça, c'est internationalement admis. Alors maintenant, si vous voulez, vous tenez à exploiter ces pétroles-là, vous devez faire des forages obliques. C'est-à-dire qu'il y a une technologie qui vous permet aujourd'hui de faire passer des pipelines et que le pétrole, par exemple, vous pouvez exploiter ça à partir de Goma. Donc vous voyez que les gars ne sont pas suffisamment renseignés. Mais comme maintenant c'est la démocratie, nous l'aimons parce qu'elle nous aide tous à parce apprendre. En lisant cet accord, chez certains, ils disent toutes les revendications rwandaises ont été prises en compte. Bon. Alors que par rapport mais vous avez l'accord, il faut nous faire voir quelle est la revendication. Nous avons l'accord. Oui. C'est-à-dire que il faut sortir toutes ces revendications-là. Ils ont revendiqué nos terres. Est-ce que vous voyez dans l'accord là où il est dit qu'ils vont prendre nos terres? Parce que c'est eux qu'ils avaient dit qu'ils pensaient déjà à un Berlin plus. Bis, voudrais-je dire. Vous avez vu ça dans l'accord là? Mais il y a un problème sérieux. Lorsque vous dites aux voisins qu'il n'y a pas d'FDLR ici et qu'ils tiennent Mordikis en vous disant qu'il y en a, et pourtant ce sont eux qui contrôlent le Goma et Bukavu. Mais la meilleure des choses, la meilleure des solutions, c'est de créer une force conjointe. Comme ça, et comme ils savent, là où ils se cachent, ils vont nous est-ce montrer. Que le fait là d'accepter d'entrer sur le sol congolais et de neutraliser l'FDLR, et qu'ici chez nous, le gouvernement n'a jamais accepté qu'il y a des FDLR. Et en plus, l'FDLR, c'est une nébuleuse. Mais je vous dis ceci. Présentement, ce n'est pas Kinshasa qui contrôle les nord et les sud Kivu. Du moins, donc, la partie des chefs-lieux. Mais ce sont nos amis, ce sont nos voisins qui sont là-bas. Ils ont toute la possibilité d'identifier les FDLR. Pourquoi ils n'ont pas identifié? Avant d'aller aux États-Unis, avant d'aller signer cet accord, ils devaient les identifier, faire des vidéos. Il n'y a eu rien de tel. Donc c'est à vous de comprendre qu'il s'agit là d'un boniment. Et la meilleure façon d'y mettre fin, c'est d'avoir une force conjointe, supervisée internationalement. À ce moment-là, on va constater qu'il y avait tout ce qu'on disait n'était pas vrai. J'ai même entendu des gens qui disent que non, on a dilué l'article, la résolution 2773. Mais là, nous avons touché les fonds. 27, voilà. Mais vous êtes un juriste de renom. Vous connaissez la hiérarchie des textes. Vous connaissez les principes de parallélisme de forme et de compétences. Vous avez déjà entendu un seul instant que le Conseil de sécurité s'est dédié par rapport à cette résolution. Et même lorsque vous lisez l'accord, on vous dit que cet accord-là, il est à lire ensemble avec la résolution et ce qui se fait à Doha, pour peu qu'on ait été à l'école. Lorsqu'on vous demande de lire plusieurs textes ensemble, c'est-à-dire que vous les lisez selon leur hiérarchie. Donc on n'a pas touché à la résolution 2773. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Donc, cette résolution reste intacte. Vous êtes juriste. Lorsqu'on vous dit qu'il faut lire les dispositions combinées de la Constitution, de la loi telle, de la loi telle, mais vous n'allez pas donner à ces dispositions pas les mêmes rangs juridiques. Est-ce que vraiment pour ça, il faut un dessin pour que nous puissions comprendre? En fait, quel est le vrai problème? Je sais qu'il y a des gens qui ont des frustrations, comme nous tous nous en avons. Mais il y a des amis qui tenaient coûte que coûte que la guerre arrive à Kinshasa. Comme cela n'est pas arrivé, donc ils font tout pour que la guerre va arriver. Si la guerre arrive à Kinshasa, qu'est-ce que la population va gagner? À part les politiciens qui vont se partager les postes. Si la guerre arrive ici, qu'est-ce que la population va gagner? Par contre, nous devons aujourd'hui travailler pour la paix, nous réconcilier dans les limites de notre législation avec ces frères et sœurs qui avaient pris les armes pour avoir un Congo uni. C'est ensemble, c'est dans la paix que nous allons bâtir ce pays. À part ça, aujourd'hui, comme c'est tout le monde qui parle dans les médias, il y a des gens qui sont de bonne foi, mais induits en erreur par ceux qui ont l'avantage de passer dans les médias.
Alors, parmi les... Et à part ça, il y en a aussi qui ont leurs problèmes privés avec l'actuel président de la République. Donc pour ces gens-là, même les jours où le président va dire que vous pouvez prendre Maman Denise et me foutre la paix, ils ne vont pas l'aimer. Donc bref, les conflits des gens n'ont rien à voir avec la population. Moi, je suis convaincu que la paix est plus favorable à la population. Et c'est tout ce qu'on est en train d'envisager comme guerre et consort, ça va profiter plus à nous, les politiciens, qu'à la population. Alors, parmi les gens, lorsque vous avez eu à tweeter, vous avez parlé que non, c'est venu des États-Unis. Alors ils disent, puisque ce sont les États-Unis qui ont réfléchi, les Congolais ne peuvent pas réfléchir par rapport à ça, pour qu'eux aussi donnent aussi leur point de vue. C'est comme si c'est les dictats des États-Unis, c'est apprendre où aller, c'est... Est-ce que vous pouvez comparer le système éducatif congolais au système éducatif américain? Cette guerre dure depuis plus de 30 ans. On nous a laissé nous-mêmes réfléchir. Quelle est la solution que nous avons apportée là-bas? Et lorsque même vous suivez nos médias ici, est-ce que vous êtes à l'aise lorsque vous suivez nos médias avec des expatriés? La qualité de nos débats? La troisième raison, vous avez des problèmes avec votre femme. Lorsque vous allez voir votre voisin, il doit demander les conseils qui doivent venir de vous, ou bien lui, il doit vous prodiguer ses conseils à lui. Ce sont des accords qui sont rédigés dans un style international. Ne nous voilons pas de face. Nous avons tué notre enseignement. Nous avons tué notre système éducatif. Je suis désolé, mais je dois vous le dire. Vous savez que la plupart de nos diplômes, dès que vous traversez les frontières, donc ça perd leur scientificité. Vous pensez que le monde ne nous observe pas? Alors ça veut dire quoi par rapport à ça? Les Congolais ne peuvent pas réfléchir? Nous n'avons pas encore atteint ce niveau-là. Il faut être humble dans la vie. Vous connaissez un seul Congolais qui a déjà fabriqué un avion? Parce que vous dites que vous pouvez mieux réfléchir que les autres. Ce n'est pas un complexe. Très modestement, nous sommes passés en partie par leurs écoles. Mais lorsque nous mettons dans la balance les deux systèmes, c'est le jour et la nuit. Regardez déjà comment des textes écrits de manière claire, comment ça se cite un tollé chez nous. Donc je ne dis pas que la RDC n'a pas de compétences, mais ne nous comparons pas quand même aux États-Unis. On fait le classement mondial des universités chaque année. Les 3 premières places sont occupées par les États-Unis. C'est pourquoi on l'appelle, les États-Unis, sur les plans scientifiques, ça s'appelle la capitale mondiale de l'intelligence. Les universités du genre dont vous entendez, du genre Harvard, là, quand vous êtes dans leurs auditoires, vous sentez l'onction scientifique sortir des murs. C'est la rigueur. La qualité a un prix. Nous avons des profs de qualité chez nous ici, mais ils travaillent dans quelles conditions? Pour réfléchir, il faut un certain confort. Il faut une certaine aisance. Et il faut visiter ces universités-là. Vous allez comprendre que nous ne sommes pas encore là où nous devons être. Il y a un problème beaucoup plus peut-être au niveau de la Posez toutes les questions. Au niveau de la mise en œuvre. Oui, j'ai entendu encore, on dit pourquoi on parle du retrait progressif. Voilà. Mais je vous pose la question. C'est-à-dire qu'au niveau d'abord de la mise en œuvre, oui. Et en plus, on parle d'un retrait qui serait conditionné par... Non, progressif. Non, ça c'est vous. L'accord parle d'un retrait progressif. Oui. Moi, je te pose la question. Si aujourd'hui, maintenant, là, les M23 et leurs parrains rwandais se disent ce soir qu'ils quittent Goma, qui va assurer la sécurité de la population là-bas? C'est cela, le retrait progressif, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les systèmes, les mécanismes internationaux mis en place est en train de faire les constats, et ils partent, les FARDC, la police se déploient. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais là-bas? Une résolution a besoin de mesures d'application. Lorsqu'une résolution vous dit que départ immédiat, ce n'est pas l'immédiat immédiat. C'est l'immédiat dans l'immédiat.
C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes de réception de cette immédiateté. Ma foi. Alors, mais dans cet accord, pourquoi il y a un traitement beaucoup plus spécifique au M23? C'est-à-dire, par rapport à ce qui concerne le M23, on dit que leur sort sera réservé au niveau de Doha, alors que pour les autres groupes rebelles, alors qu'on sait tous très bien que les M23 font partie de ces groupes rebelles. Je vais vous poser la question. Est-ce que l'accord là, quand vous le lisez, je sais que vous comprenez ça, mais vous posez pour vos téléspectateurs. L'accord n'est pas signé, ce n'est pas un accord entre Congolais. Il s'agit d'un accord signé entre la RDC et le Rwanda. On ne va pas mélanger les choux et les chats. Ils vous disent que comme l'accord, c'est un accord bilatéral, sous le parrainage des Américains, pour des questions internes, il y a un cadre qui a été créé, ça se trouve à Doha. C'est pour vous dire que l'accord vient résoudre les problèmes qui opposaient la RDC au Rwanda. Maintenant, il faut des mécanismes internes pour résoudre, c'est parce qu'on peut tout dire. Il est vrai que c'est le Rwanda qui est derrière les M23, mais vous n'allez pas me dire que les Nanga et consorts, ce ne sont pas des Congolais. C'est pourquoi on laisse cette brèche-là pour dire que ça va se traiter en interne. Et vous dites que pourquoi on ne parle pas d'autres groupes rebelles. Il y en a combien qui contrôlent des grands espaces? La politique, c'est par essence un rapport de force. Aujourd'hui, c'est les M23 qui contrôlent Goma et Bukavu. On a dit que ces problèmes-là, c'est congolo-congolais. Nous faisons d'abord partir les étrangers et les Congolais voient comment résoudre leurs problèmes entre eux. Alors maintenant, pour le moment, l'accord tel qu'il est là, c'est que ça sera difficile si au niveau de Doha, la solution continue beaucoup plus un peu à s'enliser. Voilà, c'est ça, j'apprécie. Donc, dès que les M23 se détachera du Rwanda, la guerre va s'arrêter. Très modestement. Au-delà de ce que vous avez dit, je suis breveté Chester. Vous comprenez? Très modestement, ce sont des choses que je n'aime pas évoquer, mais devant l'incurie dans nos réflexions, devant les caractères gris de nos publications, on doit expliquer. On ne gagne pas une guerre lorsqu'on n'a pas de base arrière. C'est fondamental. Ce qui donne la force au M23, c'est la base arrière. Vous pouvez les repousser. Dès qu'ils traversent, ils sont au Rwanda. Et le Rwanda va considérer que le conflit a été exporté sur son territoire. Donc c'est pour vous dire que dès que ça sera respecté, donc les Américains ne badinent pas. Dès que le Rwanda se retire, effectivement, retire son soutien au M23, rassurez-vous que le M23 ne sera plus à mesure de faire face à la RDC. Qui serait un peu conditionné par la neutralisation des FDLR. Non. Il n'y a aucune conditionnalité. C'est-à-dire qu'ici, ça c'est vous. Mais l'accord dit qu'il y a une force conjointe qui va permettre aux deux États de constater que les FDLR n'existent pas. Parce que si les FDLR existaient, ils sont là, ils devaient les arrêter. Que je sache, que vous sachiez, parce que je sais que vous le savez, jusque-là, ils ne nous ont pas encore montré les FDLR. Alors, pour terminer, il y a un professeur, un avocat, un juriste. Il a dit, parce que c'est tiré de l'accord, c'est que les obligations lient la RDC et le Rwanda, mais ne lient pas les États-Unis, ne lient pas non plus le Qatar. Alors, dans ce cas, dans ce cas, quelle sera l'intervention du Qatar ou l'intervention des États-Unis? Lorsqu'il n'y a pas peut-être... Je vous pose une question. Lorsque vous achetez une parcelle, n'est-ce pas? Il y a toujours un acheteur, un vendeur et un témoin. Les témoins, son problème, c'est de venir affirmer, attester que la vente avait bel et bien eu lieu. Mais ici, nous avons quel type de témoin?
Et c'est Donald Trump. Et lui-même, il a parlé. Il vous a dit qu'il y aurait des sanctions. Donc ça, ils font la philosophie. Et on ne va pas mettre tout ça dans un accord. Ça, c'est seulement, donc, comme nous... Vous savez que nous, Congolais, on amène la polémique partout, même là où il ne faut pas en amener. Donc, Donald Trump lui-même, il a dit qu'il y aurait des sanctions. C'est lui le témoin. Alors, vous, maintenant, avec votre intelligence, vous commencez même à contredire Donald Trump. Lui, il vous dit que c'est lui qui ne va pas respecter, il y aura des sanctions. Mais quelqu'un veut vous dire, mais l'accord ne lie pas les États-Unis. Mais les États-Unis ne sont pas partis au conflit. Encore moins les Qatar. Encore moins les Qatar. C'est basique. C'est basique. Alors, les malheurs, c'est que ce n'est pas dans un mauvais sens. Hein. Il y a quand même beaucoup de professeurs maintenant au Congo par ce temps qui court. C'est pourquoi, de grâce, moi, appelez-moi pasteur. Il y a beaucoup de professeurs. Hein. Pour rien. Pour rien. Pour rien. Mais ils étudient. Ils disent qu'ils... Je vous dis, il faut toujours avoir fait... Ils ont 15 thèses comme vous. Non, je ne suis pas dans ce conflit-là. 15 thèses. J'ai dit, je ne suis pas dans ce conflit-là. Il faut toujours voir quelles sont les institutions qui ont validé ces thèses-là. Lorsque vous voyez quelqu'un détenir des thèses étrangères, bon, pas étrangères, là, des trucs en ligne, non, des universités répertoriées, il faut les respecter. Donc ça ne se fait pas comme ici chez nous, tous les TFC sont convertis robotiquement en thèse. Hein? Donc, c'est-à-dire qu'il faut dire à ces savants-là que le président du monde, Donald Trump, lui-même, il dit que celui qui ne va pas respecter sera sanctionné. De quel droit lui va venir vous dire que les États-Unis ne sont pas liés? D'abord, les États-Unis ne sont pas partis au conflit, mais au moins, lui, il a eu... vous parlez des non-dits. Des non-dits. Donc, vous ne va pas avoir un accord quand même plus volumineux que Alors, la Bible. pour terminer, pasteur, oui. vous avez été victime aussi d'une destruction méchante? Parce que on a reçu des dénonciations là. Non, merci beaucoup, c'est la barbarie. Donc, ce sont des choses qu'on n'a jamais vécues au Congo depuis 1960. Destruction méchante? Non, c'est-à-dire qu'il faut trouver un autre nom. Vous voyez une avenue comme Allée Verte, c'est rangé dans ce qu'on appelle des libérations sauvages. C'est stupide. Je ne veux pas... Je vais animer une conférence de presse, mais comme je saisis les chefs de l'État par rapport à cette barbarie, et c'est ça des choses, avec ce genre de choses, je vous dis, la paix au Congo, ça ne sera pas pour demain. Lorsque vous ravissez, vous détruisez les biens des gens, par haine, je suis victime d'un complot. Un complot. Je préfère vous le dire. Vous avez suivi une aventure, là, un rapport bidon de cette Cour des comptes des cons. Tout est parti de là. Ça c'est fort. Je préfère le dire parce Cour des comptes. Il faut vous mettre à ma place. Une Cour des comptes, vous allez voir que lorsque vous, du moins ceux qui suivent, qui ont visionné la démolition illégale, haineuse de ma maison, ils paieront cash. Ça, je vous l'ai dit, moi je crois à l'état des droits. Vous allez voir que parmi ces gens-là, ce sont les mêmes qui avaient travaillé avec la Cour des comptes pour tromper que moi, on avait versé des millions sur mon compte. C'est quand je me suis levé qu'ils ont reculé. Et c'est le même groupe qui va casser ma maison. Et moi, mes biens à moi, je les ai acquis à la sueur de mon front, pas comme les autres voleurs. Donc, quand ils ont échoué, ils vont du côté de la maison. Et pire encore, pour démolir une maison à Kinshasa, il faut au préalable un arrêté des affectations du ministre national de l'urbanisme. Ils ne l'ont pas fait. Il faut un arrêté du gouverneur. Ils ne l'ont pas fait. Ces gens se mettent, c'est-à-dire qu'il reste maintenant seulement qu'ils commencent à entrer dans nos maisons. Ils vont ravir même nos femmes, sinon nous ne résistons pas. Moi, je vais résister. Mais je préfère... Vous allez voir ce que je veux. Ça sera événementiel. Mais comme j'ai saisi le président de la République, je ne voulais pas, au stade actuel, déployer l'artillerie lourde. J'attends quand le chef va... Vous n'avez pas construit anarchiquement? Il faut archifaux. Mais cette maison existe depuis 1960. Les plans cadastrales, je peux vous l'envoyer. Depuis 1960. Et les certificats, c'est les certificats de la République d'Isaïr.
À l'époque de Mobutu, il n'y avait pas ces balivernes, ces bêtises où quelqu'un peut quitter chez lui, aller casser les biens d'autrui. Avec moi, ils répondront. Mais comme je vous dis, par respect pour le président de la République, je l'ai saisi pour qu'il voie là où nous sommes maintenant. Donc nous avons touché les fonds. Je sais que maintenant que je parle, ils peuvent chercher à fabriquer des arrêtés. Mais j'ai déjà tout verrouillé, j'étais au journal officiel, j'ai déjà récupéré tous les répertoires. Ce sont des choses qu'on n'avait jamais vécues dans ces pays. Les gens condamnent ceux qui font des rébellions. Il faut commencer par condamner ceux qui provoquent les autres. Vous pensez que si je n'étais pas pasteur, vous allez me voir moi aujourd'hui à Kinshasa ici? Mais si je n'étais pas pasteur, vous m'auriez entendu à partir de Goma. Non, mais non, je ne vais pas le faire, mais je préfère vous le dire. C'est toujours bien de condamner les rebelles. Mais avec des choses comme ça, qui peut accepter ça? Quand je construisais ces maisons-là, la plupart de ceux qui ont détruit, comme aujourd'hui, ce sont devenus des milliardaires, n'avaient pas de chaussures. Alors vous allez venir comme ça ne passera pas. Vous pouvez me faire confiance. Oui, mais... En fait, ça ne passera pas. Mais je voulais vous faire voir les irrégularités. En droit foncier congolais, une parcelle cadastrée ne fait pas partie de l'emprise publique. C'est fondamental. Mais lorsque vous avez des autorités qui ne connaissent pas ça, alors, c'est-à-dire que nous avons touché les fonds. Merci. Donc, je vais revenir là-dessus. Je demande à la population, merci pour les soutiens, merci pour les appels. Par respect pour le président, je vais attendre pendant des semaines. Et après, je cracherai du feu. Merci beaucoup. Merci. Pour cette maison-là, on va me tuer. Mais on ne va pas me tuer. Je ne veux pas mourir. Je vais me battre, je vais récupérer mes biens. C'est honteux. Vous prenez C'est honteux. Et je vous l'ai dit, je demande au peuple congolais, avec ces comportements, oublions la paix au Congo. Merci beaucoup, pasteur Godin Poy, surtout oublions la paix. De votre intervention. Vous n'avez rien avant, il y a de cela 5 ans. Vous n'avez pas de soucis. Merci. Et vous, aujourd'hui, vous prenez le courage de venir casser ma maison? Monsieur. Voilà, merci. Donc, comme j'ai dit, par respect pour les chefs, je n'en parle pas parce que je l'ai déjà saisi. J'attends la suite. La suite. Mais on ne va pas permettre à Léopold de revenir au Congo. Voilà, merci. Voilà, c'est bien dit. Alors, tout de suite, la grande édition de Christopher Ochokum. Restez branchés sur Télé 50 et à très bientôt, fidèles téléspectateurs.